Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle discussion autour du trading. Aujourd'hui, on est encore une fois avec Greg qui va nous parler de quelque chose qui s'est passé dans l'actualité du trading sur les marchés. Il y a eu des mouvements assez curieux, il y a eu des choses un peu spéciales aussi sur le pétrole. Il va nous faire un point à chaud sur l'actualité. Sans plus attendre, je te tends le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ils sont là, oui, effectivement. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, il s'est passé encore des choses historiques aujourd'hui, enfin dans la nuit qui était de lundi à mardi. Et ça a été considéré comme un lundi noir pour tout ce qui a été les actions sur le pétrole, puisque pour la première fois au monde, une commodities, donc une matière, les matières premières, c'est-à-dire un bien qui est physique, est descendu à une valeur de zéro, et c'est même descendu en dessous de zéro. Ça a été coté à un moment à moins 37 $ le baril en fonction des... Moins 37 $. Ça veut dire que si tu étais en train de vouloir vendre tes barils, c'est-à-dire tu vas acheter les barils au moment, c'est le gars qui te les vend est obligé de te donner 37 $ pour s'en débarrasser. Alors, tu vas me demander pourquoi, j'imagine. Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi? Oui, pourquoi? Voilà. Non, bah, il y a pas mal de raisons. Il y a des raisons un peu plus obscures aussi, mais je vais déjà commencer par la base. Comment c'est possible que ça fasse ça? Et pourquoi ça fait ça? En fait, il y a un énorme surplus. La production a continué. Ils ont continué à extraire le pétrole, alors que y a une demande qui a complètement chuté, puisque tout est à l'arrêt. Personne n'utilise sa voiture, là, donc ça fait 10 fois moins de consommation que d'habitude. Oui, la consommation est descendue de 30%. Donc tu vois, il y a 30% de moins, mais il n'y a pas seulement ça. Après, il y a des histoires de politique, de guerre économique, et donc ça s'est produit. La cotation du pétrole face au dollar, donc le WTI, le pétrole principal américain, a été coté, est arrivé à zéro, donc sur le contrat futur. D'ailleurs, je t'ai passé un graphique pour qu'on le voit, et on va pouvoir l'illustrer sur la vidéo. On voit clairement la baisse sans discontinu qui va jusqu'au trait bleu là, que j'ai indiqué et qui atteint zéro. Donc ça, c'est une première historique. Voilà, c'est-à-dire que le pétrole ne valait plus rien à ce moment-là. Donc les gens qui... Est-ce que c'est un coup d'Elon Musk? Alors c'est une bonne question. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit Elon qui soit sur ce coup-là, mais je l'appellerai pour savoir quand même parce qu'il est un petit peu taquin. Mais non, je pense pas que ce soit un coup d'Elon Musk. Par contre, on peut aller chercher les raisons du côté des Saoudiens, du côté même peut-être des Russes. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un des princes héritiers du pétrole, là, du MBS, a fait en sorte de continuer à produire énormément de pétrole. Donc ils ont extrait encore plus de pétrole qu'à leur habitude, ce qui a fait qu'ils ont un stock énorme. Tu sais qu'ils ont été obligés d'utiliser les tankers, les bateaux pour stocker. Ils savent plus où mettre le pétrole tellement ils en ont. Donc personne ne veut l'acheter. Et si tu vas sur place, tu peux acheter ton pétrole, mais en fait, ils te donnent de l'argent. C'est-à-dire que actuellement, ils ont tellement de surplus qu'ils vont te payer pour s'en débarrasser. Oui, alors, du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont fait exprès d'en extraire plus que d'habitude? Ils se sont tirés une balle dans le pied, ou il y a un plan pour le plus long terme ou... Voilà, alors c'est plutôt, je dirais que ça vient plutôt des Saoudiens à ce niveau-là, au niveau géopolitique. Je pense... Je peux me tromper, mais ça a l'air quand même de forcément ressembler à ça. C'est qu'ils ont fait en sorte de plomber les petites exportations et de plomber le monde du pétrole américain. Parce qu'en faisant ça, ils ont augmenté l'offre, mais il n'y avait plus de demande, donc ça a forcément fait chuter le prix, puisque personne ne veut en acheter. Et ça a fortement atteint les États-Unis, et à contre-coup aussi, ça a atteint la Russie. Et la Russie était censée être plus ou moins à essayer de s'allier avec l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, là, du côté de l'Arabie Saoudite, ils ont fait en sorte de plomber la Russie et principalement les États-Unis par ce coup-là. Parce qu'il faut bien savoir que c'est les Américains qui sont les plus gros producteurs de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Et je pense que l'Arabie Saoudite essaye de faire par cette manipulation-là un gros coup pour essayer de reprendre une grosse part, surtout peut-être en Asie. Ils essayent de réavoir la mainmise sur ce qui se passe en Asie et tout ça. Et du coup, ça peut venir de ça. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente une matière première comme ça qui chute jusqu'à un niveau zéro? T'as dit que c'était jamais arrivé.
Et pour ceux qui veulent trader, ceux qui tradent, parmi vous, je sais qu'il y en a qui tradent le pétrole, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut plus toucher à rien? Est-ce qu'il faut attendre que ça rentre dans la normale? Est-ce que ça reviendra normalement? Est-ce que ça va repasser à la normale un jour? Est-ce qu'il va y avoir un avant et un après d'un événement comme ça? Ça peut pas être considéré comme un événement anodin. C'est pas du tout un événement anodin, non, ça c'est sûr, ça c'est une certitude. C'est la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que ça va changer énormément de choses. Maintenant, savoir encore une fois avec certitude ce que ça va changer, il faudrait quand même être voilà, faut la boule de cristal et les deux boules de cristal bien en place aussi, parce que ça se fait pas comme ça. On peut pas prédire quelque chose à ce niveau-là sur ce qu'il va se passer. On peut juste supposer, faire des théories et dans le trading, donc pour en revenir concrètement à ceux qui tradent, parce que c'est le but de ces discussions-là, c'est pas de refaire le monde, c'est pas de forcément tout expliquer au niveau géopolitique, économique, pourquoi une matière première chute, pourquoi une commodity chute. Non, ça on le voit. C'est pas pour ça qu'on fait ces discussions-là. Moi, ce que j'essaye, c'est d'apporter en même temps des solutions. Donc pour ceux qui ont tradé sur le pétrole, ils se sont fait complètement retourner. Et encore une fois, si vous avez suivi les discussions précédentes qu'on a eues et si vous suivez mes formations également, mais pas seulement, toutes les vidéos d'information qu'on fait gratuites, je suis toujours partisan du fait que quand vous avez une certitude dans les marchés, vous pouvez être certain que ça va partir dans l'autre sens. Là, tout le monde était persuadé, moi y compris, je n'ai juste pas décidé, je l'avoue, je me disais oui, là quand même, ça va bien finir par remonter. Ça va remonter. Mais avant ça, ils ont ratatiné tout le monde. Là, c'est vraiment table rase, quoi. C'est-à-dire que... ils ont fumé tous ceux qui étaient à l'achat. C'est simple. Puis alors, c'est sans mauvais jeu de mots, parce qu'avec le pétrole, ça s'enflamme vite. Mais c'est une manipulation colossale. Regarde bien sur le graphique. Je le remets là. Ok. On voit clairement que le cours descend inexorablement à zéro. Il n'y a plus d'acheteurs. Plus personne en veut, donc ça chute. Ça ne vaut plus rien. Et regarde-moi ce gap de folie qu'il y a après. D'un coup, comme on voit ici au plus haut du graphique, le baril vaut 60 $. Alors explique rapidement ce que c'est un gap. Alors un gap, c'est une différence de cotation entre une fermeture et une ouverture du cours. Par exemple, si la fermeture du marché est à 21 h, à l'ouverture à 8 h du matin le lendemain, il peut y avoir un trou de cotation. Donc c'est un trou, c'est un espace qu'il y a entre la fermeture précédente et l'ouverture suivante. Et on voit ça notamment le week-end sur le Forex par exemple. Oui, tout à fait, oui. Sur le Forex, on a des gaps liés au week-end, puisque le week-end, le marché est fermé. Il fonctionne 24 heures sur 24, mais du lundi au vendredi. Voilà, ce sont les banques en fait qui, eux, ne s'est jamais fermé au niveau interbancaire. Et ben pour le pétrole, c'est exactement pareil. Là, il s'est passé combien de temps entre le moment où ils ont fermé et la réouverture à quasiment plus de 60 ? Attends, excuse-moi. Non, ça va, c'est juste la salive. Non, je vais prendre de l'azithromycine avec. Non, dédicace au professeur Raoult. Non. Plus sérieusement, il ne s'est pas passé grand-chose comme temps. C'est-à-dire que de 21 h, là où on a l'arrêt des cotations sur le marché des futurs, parce que moi je me réfère au marché des futurs. Sur les CFD et tout ça, c'est le broker qui décide. Par exemple, sur un des brokers que je suis, pour ne pas le nommer, c'est IC Market, je le regarde juste, hein, ça s'est arrêté à 6 $. C'est-à-dire c'est jamais descendu en dessous de 0. Et sur la réouverture, il a réouvert à 15. Donc ils font bien les prix comme ils veulent, eux. Donc c'est normal, c'est le broker qui décide de son data feed. Sur le marché des futurs, c'est centralisé. C'est un contrat pour vendre les barils, c'est le prix du baril pour le mois de mai. Là, tu vois, si le petit chiffre en haut à gauche sur le graphique où on voit 0,520, ça veut dire que c'est le contrat pour le mois de mai. Mais ça veut dire que ça va se répercuter sur celui d'avril, puis sur celui d'avril et le suivant. C'est-à-dire avril, mai, juin, etc. C'est sûr que ça va se répercuter, puisque tant qu'ils ont un surplus aussi énorme de pétrole, personne n'en veut. Oui, ça ne va pas se résorber comme ça en un mois. Non, ni en un mois, ni en deux, je pense. Mais ce qu'on peut voir, c'est cette énorme manipulation. C'est pour ça que, pour en revenir à ce que je disais sur les discussions qu'on a déjà eues, tout le monde était à l'achat. Tous les acheteurs se sont fait ratatiner.
Oui, parce que en fait, tout le monde pensait que ça allait forcément remonter. Là, on est clair. Oui, puisque c'est jamais arrivé. Jamais une commodity est arrivée à zéro, puisqu'il y a du pétrole partout. On s'en sert. Même dans une guerre, l'armée a besoin d'hydrocarbures. On est obligé d'en avoir. Non, là, ils en ont trop. Tout est à l'arrêt, donc il n'y a plus rien. Ça a décidé. En vrai, c'est pas une vraie décision. C'est une manipulation gigantesque. Pour finir ce que je disais, d'un coup, au bout d'une heure, le pétrole revaut de nouveau $60 le baril. Comment il peut passer de 0 à $60 en une heure? Voilà, avec des milliards de manipulations derrière, puis rechute immédiatement, quelques minutes plus tard, pour n'être coté sur le contrat futur toujours qu'à $6. Donc tu vois bien, il y a de la manipulation algorithmique, il y a de la manipulation géopolitique, il y a de la manipulation au niveau des volumes pécuniers. C'est une gigantesque manipulation orchestrée par ceux qui peuvent contrôler ce genre de petit marché. Parce que le marché du pétrole est très petit. Hein. C'est vraiment un mode d'initié. En temps normal, il est beaucoup plus stable que ça, quoi. Oui, quand même. Malgré qu'en temps normal, ça reste quand même extrêmement manipulé. Hein. Et manipulable, dû au faible volume, et puis dû au délit d'initié qu'il y a sans arrêt dans ce monde-là. Mais tout ça pour te dire que ça prouve déjà une forte manipulation, et il y en a qui se sont extrêmement enrichis sur ça, même les pays que ça n'arrange pas, pour qui ça n'arrange pas cette chute. Et ce que j'attends, c'est ce que disait mon mentor tout à l'heure avec qui j'ai eu une discussion, ce qui va confirmer cette manipulation, c'est si à la suite de ça, on a à nouveau les banques centrales qui refont une annonce pour refaire du QE, donc du quantitative easing, et c'est-à-dire imprimer des billets. S'ils refont une annonce là tout de suite après ça pour dire qu'ils réinjectent des milliards, ça veut dire que ça confirmera, en tout cas pour moi, et vous verrez par la suite, qu'ils sont en train vraiment de mettre en place et d'appuyer encore plus, donc d'accélérer encore plus leur plan de prise de contrôle de la totalité des biens de la planète. Ils rachètent les entreprises, ils rachètent les commodities, ils rachètent tout. Ils sont en train de mettre la totalité des biens de cette planète dans leur poche. C'est-à-dire chose qu'ils avaient déjà quasiment, pas totalement, mais quasiment pour eux. Là, ils rachètent les États, ils rachètent les matières premières des États, ils tiennent les États complètement sous leur coupe et ils achètent l'économie. Parce qu'ils sont en train de prendre le contrôle de tout en faisant ça. Donc si on revoit, je passe le micro, si on revoit ce flot à nouveau et cette annonce de « allez, on réinjecte encore », pour moi, ça sera clair. Ok, alors deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce que pour les traders qui sont chez eux, qui eux tradent habituellement sur le pétrole, pour ceux qui étaient en train de trader. Tout le monde s'est fait ratiboiser. Est-ce que toi, ton conseil, c'est d'arrêter de toucher à ça et de rester sur les outils les plus stables Oui. Pour le pétrole, pour l'instant, il ne faut pas y toucher. Mais ce que je crains, parce que là, malheureusement, je ne suis pas très optimiste sur ça, en tout cas juste pour la partie pétrole et tout ça, c'est que c'est une première historique, donc c'est tombé à zéro. Mais ce que je prédis malheureusement, c'est qu'après toute cette hystérie de montée des indices boursiers, des sociétés, etc., par l'achat des grosses multinationales et par l'injection de liquidités des banques centrales, je crains qu'on voit exactement le même phénomène dans les mastodontes des actions. C'est-à-dire les plus grosses sociétés vont probablement subir le même sort que ce qu'il s'est passé sur le pétrole. Et ça serait une première mondiale également, pas qu'une société se retrouve à zéro, parce que ça c'est déjà arrivé, mais que les plus grosses sociétés, par effet domino, se retrouvent elles aussi cotées de manière négative, et cotées, une fois qu'une action est tombée à zéro, de toute façon c'est la faillite. Mais comment ça pourrait arriver? On imagine très mal Google, Apple, Amazon tomber à zéro. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça fasse la même chose? Bon, tu me diras, on n'imaginait pas le pétrole arriver comme ça non plus. Et voilà. C'est aussi bizarre que le pétrole soit tombé à zéro. Oui. Et pourtant, tu disais, là, ça peut être mécanique parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisation du pétrole actuellement. Il y a eu une 30% de diminution du fait que tout le monde reste chez lui. 30%, c'est pas 100%. Oui, mais qu'est-ce qui ferait chuter des actions comme Amazon, Apple Le fait que l'économie ne puisse pas redémarrer.
C'est-à-dire que déjà le fait que le pétrole soit à ce prix-là, ça va déclencher, et c'est en train de déclencher. Voilà, c'est en train de faire une cascade d'événements, c'est en train de faire tomber les premiers dominos, et c'est en train d'accentuer les tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'avant toute cette panique du coronavirus, il y avait une guerre commerciale entre les Chinois et les Américains. Elle est vraiment en pause, là, cette guerre ou... Ouais, c'était en pause. Mais maintenant qu'il y a des représailles de la part de Donald Trump vis-à-vis du président chinois par rapport à la gestion du coronavirus, par rapport à comment ça serait possible que ce soit les Chinois qui aient créé tout ceci, etc. Ça, c'est ce que pensent les Américains. On ne sait pas pour l'instant. Voilà, on n'en a aucune preuve, ce sont des suppositions. Mais seulement, il ne faut pas oublier que Donald Trump est en pleine réélection. Il n'a pas besoin de preuves de toute façon, lui. Oui, pour lui, il doit sauver son élection. De toute façon, c'est ça. Donc, il ne peut pas être objectif. Il lui faut un bouc émissaire, c'est pas lui, parce que sinon, il n'est pas réélu. Il lui faut un bouc émissaire, donc il va viser ça. Et les démocrates, eux, essayent de totalement déstabiliser Trump par rapport à toutes ces décisions, etc. Donc, c'est encore un jeu politique, ça. Mais ça, c'est un jeu politique interne aux États-Unis. Donc, c'est pas le problème de ça. Mais il faut quand même le prendre en considération. Ça veut dire que Trump peut décider de déclarer une guerre, et c'est déjà le cas, plus qu'économique. Et c'est le problème d'une baisse du pétrole, et que le fait que les pays vont garder leurs réserves et vont l'avoir pour eux et garder pour eux. Il risque d'y avoir une guerre économique à ce niveau-là, et il ne faudrait surtout pas que ça dégénère en conflit armé. Parce qu'un conflit armé entre les États-Unis et la Chine et la Russie au milieu, voilà ce qui pourrait déclencher une baisse très forte de toutes les sociétés actuelles, c'est-à-dire un arrêt total de l'économie. Il n'y a plus aucun acheteur non plus, puisqu'on serait en une espèce de guerre à moitié froide, à moitié chaude, et du coup ça précipiterait avec le coronavirus et avec tout le reste, avec la gestion absolument dégueulasse de tous les taux à zéro, etc., enfin des taux d'intérêt négatifs et de tout ça, ça ferait une cascade gigantesque, une chute de dominos gigantesque, et ça amènerait aux gros mastodontes et aux sociétés normales à une chute peut-être de 90-95% de leur valeur. Et pourquoi pas zéro maintenant? Moi, ça ne m'étonnerait pas. Ok, donc ça c'est super rassurant. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? On touche plus au pétrole, les actions, t'es pas sûr que ça va pas se péter la gueule complètement. Est-ce qu'il reste au moins quelque chose dans lequel on peut faire fructifier de l'argent pour l'instant, jusqu'à ce que ça fonctionne plus, ou jusqu'à emmagasiner le plus possible de stock de façon à pouvoir se mettre à l'abri, de façon à avoir des bonnes réserves, et que si le pire n'arrive pas, que ça continue à fonctionner. Est-ce que le Forex fonctionne toujours de la même façon? Oui. Qu'est-ce qui reste, qui tient encore debout là? Le Forex et le trading sur les contrats futurs liés aux paires de devises. Puisque pour le moment, les paires de devises, tant qu'il n'y a pas l'effet d'hyperinflation, continuent à avoir le même type de comportement. Une devise est toujours comparée à une autre. Donc elle ne peut pas chuter et se retrouver à zéro. Ça, c'est strictement pas possible, sauf s'il y avait une annihilation du pays en question. Mais ça ferait une telle fracture que là, s'il y avait eu d'un coup, du jour au lendemain, une annihilation d'un pays, d'une économie, ne serait-ce que l'Australie ou le Canada ou ce genre de choses, ça créerait une telle catastrophe que là, tout serait à l'arrêt, c'est logique. Mais ce qui reste de fiable et de stable pour le moment, et qui a quand même encore de beaux jours devant lui, c'est le marché des devises, c'est le marché du Forex. Pour le pétrole, ça va repartir si la crise est gérée de manière pacifique. D'accord ? Si Trump et compagnie essayent pour essayer d'éviter d'être pris pour responsable et de trouver un bouc émissaire, s'ils essayent de partir en guerre à la George Bush et à la Clinton à son époque et à la Obama avec tout ce qui s'est passé, enfin bref, quasiment tous les présidents américains, s'ils décident de faire ça pour faire un retournement de situation et éviter quand même de s'en prendre trop plein la tête pour pouvoir réêtre élu, là ça risque d'être très difficile. Ouais. Mais pour le pétrole, moi, je n'y touche pas. Je n'y ai pas touché là depuis quelque temps. Et je conseille de ne pas investir tout de suite. C'est-à-dire que ça va remonter, mais si les choses se passent, on va dire, dans la normale, si les choses dégénèrent, de toute façon, on ne pourra plus y toucher au pétrole. Ça sera une arme de guerre comme une autre.
Enfin, c'est-à-dire, ça sera... De toute façon, là, on peut plus y toucher. Le machin qui monte à $60 puis qui retombe tout de suite à... Ah bah, il faut pas. Oui, oui, bien sûr. Là, c'est... Qui mettrait des sous sur ça? Et ben, un fou. C'est pire que la roulette russe, là. Hein. Ou pire que la roulette du casino. Non, non, bien sûr, il faut pas y toucher, puisque de toute façon, même le contrat futur, là, il est bloqué actuellement. Ils ne savent pas comment le coter, ils savent pas comment le... Donc, pendant encore probablement 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça risque d'être complètement du truc rock'n'roll on ne sait pas d'où ça sort. Donc ça, c'est pas un investissement sur lequel il faut être tout de suite. Même s'il y en a beaucoup qui veulent essayer de jouer la hausse en se disant c'est aller à zéro, ça peut pas aller plus bas, bah tu vois, ils ont eu tort. C'est aller jusqu'à moins $50 le baril. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, oui, c'est une première historique. C'est incroyable parce que c'était imprévisible et surtout, c'est pas conçu pour fonctionner comme ça, quoi. Non. Alors, moi, j'ai une question à propos de ça, justement. Est-ce qu'on peut pas imaginer un impact de cette chute du prix du pétrole directement sur des actions de sociétés qui vivent directement ou indirectement de ça? C'est-à-dire que, par exemple, les concessionnaires, les fabricants de voitures, ils vont forcément être impactés par ça. Ah oui, oui, terriblement. Il y a très peu de sociétés qui ont fait la migration vers l'électrique. En général, la plupart des marques a 1 ou 2 modèles dans son catalogue, mais c'est pas la majorité de son chiffre d'affaires, c'est pas grâce à l'électrique. À part Tesla. Donc, est-ce que ça va pas directement impacter des groupes déjà comme des fabricants automobiles ça impacte déjà énormément de domaines. Ils doivent pas être rassurés. Ah non, non, ça impacte énormément de domaines et ça va continuer à en impacter avec cet effet domino. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays ont une baisse du PIB de 10%. Ce qui est pour l'instant, c'est juste, c'est complètement colossal. Il y a la plupart des pertes des sociétés se chiffrent déjà à moins 40, moins 50%. Là, c'est quand même le pétrole. Si, pour des raisons qu'on ignore encore, tout le monde décide de garder pour soi, il n'y aura plus d'exportation, il n'y aura plus d'approvisionnement, et ça sera les pays, notamment en Europe, qui vont être complètement coincés à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de production de pétrole en Europe. Et du coup, tu ne penses pas que les gens, plutôt que de se dire je pense à l'avenir et je vais investir l'argent que j'ai d'avance, ils vont plutôt se dire l'avenir est incertain, je vais garder mes économies, on ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce que tu penses que c'est mieux de prendre les devants et d'essayer de conquérir tout ce qu'on peut conquérir? Oui, parce qu'il faut essayer de convertir en biens achetables, c'est-à-dire en biens physiques. Là, si actuellement tu as que des économies et que tu les gardes, ça ne te servira à rien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tout se passe bien, c'est-à-dire si ça va disons que l'humanité devient un tout petit peu moins con, un tout petit peu, ça suffit juste de ça, et qu'ils essayent de remonter la pente plutôt que d'essayer de continuer à s'enfoncer la tête les uns les autres, voilà. C'est-à-dire le scénario numéro 1, les gens essayent de remonter la pente, le gouvernement, même les oligarques, tous ceux qui dirigent et qui tirent les ficelles derrière, se disent « Allez, il faut quand même réessayer de refaire partir le machin et on verra bien ce qui se passera. » Si ça se produit et que tu gardes tes économies, elles te serviront à rien, tes économies, tu auras juste gardé ton pécule avec peut-être une hyperinflation derrière et ton argent ne vaudra plus rien. Avec moins de pouvoir d'achat. Voilà, avec quasiment plus de pouvoir d'achat, jusqu'à ce que ça passe éventuellement à une monnaie unique ou à une crypto-monnaie unique ou à quelque chose qui fait qu'avec un revenu universel, l'argent, etc. Maintenant, si tu fais fructifier ton argent suffisamment rapidement, de toute façon, le seul truc que tu peux avoir, c'est un profit assez rapide que tu convertis en quelque chose de concret. Alors à toi de voir, soit en un achat d'un terrain, soit avec le confinement c'est difficile, mais en biens de nourriture, en stock d'électricité, d'éoliennes, de solaire, etc. À toi de voir ce que tu veux faire. Ou en pièces d'or, ou peu importe, en Napoléon d'or, ou quelque chose qui te fait avoir quelque chose de concret, c'est-à-dire qui survivra à l'hyperinflation. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, ça empire à cause de ce déclencheur qu'est le pétrole et de cet énorme crack qu'il y a avec ça. Et ça part vers des tensions de type guerre mondiale.
Je dis bien de type guerre mondiale, c'est-à-dire des grosses tensions et des choses où on voit clairement qu'il y a une guerre commerciale et une guerre qui se prépare même au niveau physique. Eh bien là, ton argent ne servira plus à rien parce que tout sera à l'arrêt et l'hyperinflation sera présente. Parce qu'il n'y aura plus d'économie, tout sera à l'arrêt forcément, ça repartira très difficilement. Les gens, s'ils retournent travailler, là c'est dans le pire des scénarios, dans le scénario numéro 2, ils retournent travailler, mais il y a de nouveau des vagues de contamination du coronavirus qui reviennent, etc. Bon, ça fait que les gens sont de nouveau contraints à l'isolement, au confinement, voire ils trouvent un vaccin et ils essayent de vacciner en masse, etc. Mais ça prend du temps tout ça. Et donc si le scénario numéro 2 se met en place, l'argent que tu as gardé, toujours pareil, tu ne l'as pas fait fructifier dans ce scénario-là, bah que tu l'aies fait fructifier ou pas, si tu l'as fait fructifier, tu as pu convertir, si tu le gardes, c'est l'hyperinflation. Et donc ça ne vaut plus rien. À moins d'avoir des centaines de millions. Non, c'est le cas de personne. C'est le cas de quelques-uns, mais eux, ils ont déjà bien prévu et ils ont déjà tout ce qu'il faut pour eux. Non, ça on parle pas de... Donc tu vois ce que je veux dire? Si c'est un cas catastrophique, avoir de l'argent de côté ne te servira pas. Il faut l'avoir converti en quelque chose qui te permette de survivre ou de vivre, etc. Si c'est un cas normal, bah tes économies, tu les fais grossir. Comme j'expliquais, c'est le principe. Si tu as de l'argent dormant, il ne te sert à rien. Il faut évidemment l'investir intelligemment. Il ne faut pas mettre un all-in sur le Bitcoin parce que tu penses que ça va être une valeur refuge. Et du coup, malheureusement, c'est pareil, il tombe à zéro alors que personne s'y attendait. Et voilà, tu as perdu la totalité de tes économies. On s'attend vachement plus à ce que le Bitcoin tombe à zéro que c'était le cas pour le pétrole. C'était clairement une belle manipulation. Et puis c'était très soudain. Hein. C'était très soudain. Donc en résumé, il vaut mieux essayer d'être proactif, utiliser les ressources qui sont disponibles actuellement pour se mettre le plus possible à l'abri, voire mettre ses ressources à l'abri. Est-ce que toi, tu conseillerais d'avoir une partie de son portefeuille dans la crypto pour éviter que certaines banques saisissent les comptes? On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais est-ce que ça met vraiment l'argent à l'abri de le convertir en crypto ou est-ce que c'est toujours l'or qui est la meilleure façon d'avoir de l'argent en sécurité? Alors, concernant l'or, je reviendrai sur les cryptos après, concernant l'or, il faut bien savoir que ça a déjà été fait au niveau historique. Quand les États avaient besoin d'or, ils ont obligé les gens à vendre leur or pour récupérer. C'est-à-dire que tous les détenteurs d'or étaient illégaux. Qui a fait ça? Le gouvernement américain pour se rattraper du krach de 1929. Encore, je n'ai plus exactement les dates en tête, mais en gros, ils ont passé une loi où ils ont obligé les gens à vendre leur or à l'État. Sinon, ils le confisquaient. Donc en fait, c'était une confiscation globale. Alors il faut savoir que ça s'est produit, mais c'était à l'époque où l'or était adossé à toutes les valeurs fiduciaires. C'est-à-dire qu'il y avait l'étalon or et dollars. Là, ce n'est plus le cas depuis 1971. Et donc, déjà, il n'y a plus de raison pour les États de faire ça. À l'époque, en fait, chaque billet de banque avait exprimé une petite valeur d'un stock d'or qui existait réellement. Voilà. Maintenant, on a l'or papier, où il y a 10 fois plus d'or papier que de lingots, etc. Enfin bref, c'est devenu numérique quasiment. Donc, première chose. Donc ça, j'y crois pas trop de toute façon. C'est pas une valeur c'est pas une sécurité si inviolable que ça d'avoir de l'or. Il y en a qui pensent que non. Moi, je pense que si, quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour éviter de se faire confisquer son or. Oui, puis ça tombera pas à zéro, ça. Non, enfin, là, ça serait un consensus. L'or reste l'or, de toute façon. Si tout le monde décide que d'un coup, les cailloux valent plus que l'or, tu vois, personne ne décidera ça. Par contre, je ne vois pas l'intérêt pour les États, maintenant qu'il n'est plus adossé à une quelconque valeur de monnaie, de décider d'un coup, du jour au lendemain, de confisquer l'or des particuliers. C'est pour ça que de toute façon, même si c'était le cas, il existe beaucoup de moyens d'éviter de se faire confisquer son or, quitte à être illégal, mais c'est très facile de cacher soit en pièces d'or, soit en lingotin, etc. Donc ça reste quand même une valeur refuge. Et je tiens à préciser que même pour ceux
qui sont vraiment fanats de l'or et qui ne jurent que par ça, de toute façon, il faut avoir au grand maximum, 15 à 20% de son patrimoine en or. Donc même si c'était le cas, il ne faut jamais convertir à la totalité. Donc même si dans le pire des cas, on se retrouve à avoir l'or confisqué qu'on est obligé de revendre, donc c'est-à-dire qu'on ne se fait pas voler, on le revend quand même, on nous le vole pas, eh bien ça ne représentait que 15 ou 20%, donc c'est pas un coup dur, c'est très chiant, mais c'est pas un coup mortel. Or, si celui qui a mis 100% de ses œufs dans le même panier, là, il se les fait tous briser, là c'est pas une très bonne chose. Oui, c'est toujours, c'est du bon sens, hein. Il n'y a que Oncle Picsou pour avoir 100% de son capital en pièces d'or. Mais bon, ça. D'accord, peut-être qu'il a des cryptos maintenant. Mais voilà, les cryptos, tu n'en as pas parlé. Oui. La crypto-monnaie. Est-ce que c'est suffisamment sécurisé pour être à l'abri? Quel pourcentage de ton capital il faut mettre en crypto si c'est bien? C'est bien, mais au final, tu sais, il faut jamais croire que. C'est toi qui as le mot de passe, quoi. Pour l'instant. Redis ta phrase. Je dis, il n'y a que toi qui as le mot de passe. Et moi, je dis pour l'instant. Parce que le FBS, qui est une... Ah oui. Le FBS, qui est une organisation qui fait en sorte de renseigner les organismes comme le G20, etc., l'Union européenne. Donc le G20, je le rappelle, c'est toutes les plus grosses puissances mondiales, hein, c'est pas que européenne. Mais pour ce qui concerne nous, l'Europe ici, ça va être l'Union européenne qui va être concernée. Et ben le FBS est un bureau qui renseigne donc les gros États et les gros membres de toutes ces organisations, et ils sont en train de vouloir mettre en place pour chaque État le fait d'avoir le droit d'accéder aux comptes crypto-monnaies, donc d'accéder aux mots de passe blockchain des utilisateurs et de pouvoir bloquer les comptes. Ça veut dire que ça casse toute la liberté qu'il y a derrière ça. Et ils sont en train d'essayer de l'avoir ou ils sont en train de le mettre en place? Parce que j'imagine que c'est un fantasme pour beaucoup de gouvernements de se dire il faudrait qu'on ait un accès. Eux, ils aimeraient bien pouvoir récupérer accès à tout, évidemment, mais est-ce qu'ils vont vraiment le mettre en place ou est-ce qu'ils rêvent de le mettre en place? Alors non, c'est pas juste un rêve. Ils sont en train de contacter et de mettre toute la technologie disponible au service des gouvernements. Et les gouvernements n'auront plus qu'à signer l'accord puisqu'ils auront la capacité technologique pour le faire. Alors ça va mettre un certain temps, mais c'est ça leur but. Donc encore une fois, la crypto, avec les stablecoins, etc., qui sont liés au Bitcoin, elles avaient cette super particularité que c'était insaisissable, inviolable, tout ce que tu veux. Mais ils ont une puissance monétaire infinie. Donc à partir du moment où ils décident avec de la technologie et par des lois de rendre le truc illégal, en tout cas sur certains exchanges, il y aura toujours les exchanges libres, donc c'est-à-dire les trucs où tu peux être totalement décentralisé, mais ça vaudra plus la peine. S'ils mettent ça en place, ça vaudra plus la peine. Ça veut dire que tu auras toujours ta monnaie Bitcoin ou ta crypto-monnaie, mais tu seras lié aux banques centrales. En fait, c'est les banques centrales qui vont récupérer tout ça. Et alors, c'est pareil pour la monnaie Libra de Facebook. Ils sont en train de faire ce stablecoin-là, mais qui ne ressemble en rien à tout ça. Elle est complètement affiliée au FBS et totalement en accord pour ce qui est des lois du G20, de l'Union européenne et tout ça. Et donc, ils vont se mettre au diapason de ce type de loi totalement liberticide et qui casse la mécanique même du blockchain. C'est-à-dire que tu es normalement censé être le seul à avoir accès à ton truc. Là, le gouvernement pourra décider, non, lui, on lui bloque son compte parce qu'ils ont la technologie pour le faire, ils vont avoir les décrypteurs, etc. Donc c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. C'est pas pour tout de suite, je le rappelle encore une fois, mais ils sont en train de le mettre en place. Donc pour répondre à ta question, se diversifier, c'est bien. Se diversifier à outrance, c'est qu'on sait pas trop ce qu'on fait. Ça, c'est Warren Buffett qui disait ça, enfin, qui dit ça. Mais ouais, 15-20% dans l'or, peut-être 10% de ton capital en crypto-monnaie pour pouvoir avoir encore pour le moment accès à des trucs vraiment sécurisés, disons à des échanges libres et non suivables. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas un placement ni une sauvegarde en fait de ta fortune, quoi. C'est vraiment si tu veux placer ton argent dans le Bitcoin, c'est tellement volatile que c'est un placement. C'est-à-dire que c'est du trading. C'est tellement volatile que tu espères, par exemple, là,
j'ai pas regardé aujourd'hui, mais s'il vaut 7000 $ actuellement pour un bitcoin, ça veut dire que si le temps que tu achètes un bitcoin, donc tu investis 7000 $, il peut tomber à 5500. Tu vois, tu perds une grosse partie. Ou il peut monter, bien entendu, il peut monter à 9000. Donc c'est déjà de l'investissement en soi. C'est pour ça que si tu as un patrimoine, il vaut mieux investir une toute petite partie dedans, donc 10% c'est déjà pas mal. Moi je conseillerais plutôt 5 pour des choses volatiles, pour avoir une économie quand même assez importante, même si c'est pas très gros, dans le monde des crypto-monnaies, et pour savoir, pour se le sauvegarder de cette manière-là. Maintenant c'est pas indispensable, parce que c'est comme pour tout, il y en a qui ne jurent que par l'or, que par l'argent, le métal. Il y en a qui ne veulent mettre que leurs économies et leurs trucs dans la pierre, donc dans l'immobilier, et d'autres, surtout les plus jeunes, vont te dire non, c'est la crypto-monnaie l'avenir. Bah non, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est qu'ils vont avoir de plus en plus de contrôle sur tout ça. Ils t'obligent déjà à rester chez toi, garçon. Moi j'adore ça, c'est quand t'as des jeunes qui te font mais non, mais t'y connais rien, t'es trop vieux pour la crypto et tout ça. Ouais, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es chez toi et tu fermes ta gueule. Tu restes chez toi. Ah, d'accord. Et on te vote des lois, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Il y aura plus de réunions possibles, il y aura plus de gilets jaunes, il y aura plus de manifestations, c'est fini ça. Pour avoir ça, ça sera pas avant 2021 et ils leur mettront des vaccins dans l'oignon tout le temps. C'est ça qu'ils vont faire. Pour libérer la population, ils vont dire ah non, faut un vaccin. Donc c'est déjà totalement liberticide. Donc le Bitcoin, ils me font bien marrer. Ok, donc les kleptos, on oublie. Non, on n'oublie pas forcément, je ne suis pas contre du tout. Non, mais là, actuellement, il faut parer au plus pressé et commencer à trouver des solutions. Pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est très difficile d'ouvrir actuellement un site d'e-commerce. C'est pas possible. Ceux qui en avaient, ils sont en train de les fermer. Comment on fait pour retomber sur ses pieds quand on a un petit peu d'argent d'avance et qu'on comptait monter un business, peu importe lequel? Le mieux, c'est d'avoir un système qui fait que l'argent travaille pour toi, voilà, pour en gagner plus. C'est-à-dire que tu mets à travailler ton argent. Si tu te mets toi à travailler, tu vas être limité par le fait que tu es tout seul et que tu as que 24 heures par jour. Si c'est ton argent qui travaille, il fait un petit pourcentage de gain tous les mois qui grossit au fur et à mesure puisque tu capitalises et que le capital qui travaille pour toi devient de plus en plus important. C'est un peu comme si tu avais automatiquement de plus en plus d'ouvriers qui te génèrent de la fortune. Sauf que là, t'exploites pas le malheur des gens, tu profites pas en tant que patron de la précarité des emplois de gens qui travaillent pour toi dans des entrepôts d'envoi de sociétés qu'on connaît bien, qui profitent du fait qu'ils ont des conditions précaires mais qui font énormément de bénéfices à côté. Je citerai personne, mais bon. Ça commence par un A. Oui. Et il y a un Z dedans. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que l'argent utilise le système qui est déjà mis en place par ceux qui le contrôlent. Donc, ils se sont fait des règles du jeu qui les rendent plus riches. Et on peut utiliser aussi ces règles-là pour avoir au moins un revenu qui est assuré, parce qu'ils vont pas... Ceux qui risquent de foutre la merde dans les mois et les années qui viennent, c'est ceux qui ont fait en sorte de foutre la merde pour protéger leur système. Oui. Ils ont un système qui leur est très cher, dans tous les cas, dans tous les sens, on va dire. Ils adorent ça, ils veulent le maintenir le plus possible, quitte à saboter tout ce qui est en train de sortir à côté. Comme tu disais, les cryptos, ils se sont dit, putain, ça peut être dangereux pour nous, donc ils ont fait en sorte de le saboter. Hein. Il y a beaucoup de choses aussi qui auraient pu être des alternatives super positives, mais eux, ils ont leur façon de voir le monde, donc et ils ont les outils pour la maintenir telle qu'elle est, donc ils vont rester comme ça, le plus longtemps possible. Oui. Donc la seule façon de réussir à jouer à ce jeu, c'est d'utiliser les mêmes outils qu'eux. Dans toute proportion gardée, évidemment. Bien sûr. Bah oui, parce que sinon, tu es victime. Tu es victime, regarde tout. Tu disais, les monnaies, ça va rester. Sous une forme ou sous une autre, de toute façon, le trading de l'échange entre les monnaies, ça existera toujours. Oui. En tout cas, au moins les 10 prochaines années, c'est impossible que ça change radicalement, quoi. Impossible, non, je dirais pas ça. Surtout avec les événements qu'il y a eu, qu'on pouvait penser impossibles et qui viennent de se produire. En tout cas, c'est ce qui est de plus sûr. Oui, pour ce qui est du troc, de l'échange et du trading, peu importe sa forme. Le trading, c'est échange.
Bah, c'est ça. Ça a toujours existé sous une forme ou sous une autre. C'est ça. Peu importe sa forme, ça durera. Même s'il y avait une guerre extrêmement violente ou qui tue la moitié de l'humanité, ce que je ne souhaite pas, évidemment, hein. Mais s'il y avait une horreur qui se passe de cette manière-là, au final, les survivants finiraient toujours par s'échanger et essayer de reconstruire quelque chose basé sur l'échange, puisqu'il n'y a que comme ça que la race humaine peut survivre. Et on ne peut pas vivre tous en autarcie dans notre coin et laisser le bazar fonctionner comme ça. Ça, c'est pas possible. On sait que ça ne fonctionnerait pas comme ça. Maintenant, pour ce qui concerne les monnaies, donc vraiment l'argent tel qu'il est là, pour l'instant, tout le système repose sur ça. Les injections de liquidités sont faites à base de milliards de dollars, à base de milliards d'euros, etc. C'est pas fait à base d'or, c'est pas fait à base de pétrole, c'est pas fait à base de nourriture. Pour l'instant, l'argent continue à tourner tel qu'il est avec l'argent. Maintenant, il faut bien savoir que la plupart des États se sont renfloués en or aussi pour gonfler leur stock d'or et essayer d'avoir du poids au niveau économique et au niveau des nations contre les nations. Ils essayent de tous faire en sorte d'avoir de l'or. Mais il faut bien savoir que l'or, il est limité sur la planète. Si tu prends, pour savoir combien ça représente l'or sur la planète, tu imagines une piscine olympique, tu vois, une piscine où on voit les nageurs, et ben tu remplis cette piscine-là, tu la vides, tu la remplis d'or, voilà, c'est ça l'or qui est disponible sur la planète. Ah oui, c'est parce que c'est très rare que ça a cette valeur aussi. Bah ouais. Donc, ah oui, c'est très très rare. Et alors bien sûr, tu as l'argent et tout ça qui est en plus grande quantité. Le platine est encore plus rare, mais c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'or et tout ça. Mais tout ça pour te dire que l'argent, pour le moment, c'est la dernière chose qui va partir en cacahuète. L'argent, les monnaies. Voilà. Pas l'argent. Non, pas le métal. Pas le métal. Le métal, lui, il restera aussi. Et avant que le métal d'argent et d'or parte en cacahuète, l'argent en billets virtuels, lui, sera parti déjà depuis longtemps. Ouais. Donc, tu vois, ça a cette valeur-là. C'est pour ça que pour le moment, c'est ça qui reste exploitable. D'accord. Une dernière question rapidement, puis après on va clore la discussion sur ça aujourd'hui. Là, c'était vraiment pour réagir à chaud sur ce qui se passait sur le pétrole. Et puis on enchaîne effectivement quand il y a des choses comme ça semi-catastrophiques, en tout cas qui peuvent même carrément être catastrophiques pour des gens qui tradent sur ça. Mais pas seulement au niveau mondial, on ne sait pas ce que ça va avoir comme répercussion. Donc il faut être à l'affût des répercussions. Un conseil concret que tu peux donner pour les gens chez eux qui sont... pas pour les gens qui attendent de pouvoir retravailler, d'avoir leur salaire pour s'acheter à manger, évidemment. Là, c'est un peu trop tard. C'est trop tard, oui. Je parle pour les gens qui ont un petit peu de liberté, qui ont un petit peu d'argent d'avance, qui savent qu'il faut prendre la bonne décision, qui se disent « le prochain coup que je vais jouer, là, il est super important, faut pas que je me loupe ». C'est un peu une partie d'échec. Là, vous allez bouger une pièce. Quand on peut bouger une ou deux pièces, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Quelle est la meilleure attitude à avoir? Est-ce qu'on attend, on est prudent? Est-ce qu'on analyse quelque chose? Est-ce qu'on fonce pour pas être le dernier à profiter d'une opportunité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai envie de dire être actif tout en étant prudent. Donc, investir sur le marché qui tient encore suffisamment solidement, puisque les banques sont dedans pour l'instant. Et tant que les banques ne s'écroulent pas les unes après les autres, investir sur le Forex, être actif sur le Forex tout en restant prudent, évidemment, en ne mettant pas 100% de tout ce qu'on a économisé dans un investissement. Il faut être prudent, mais il faut se bouger. Parce que si tu te bouges pas, de toute façon, la certitude que tu as, c'est que tu resteras avec ton argent et tu n'auras rien. Tu auras juste ton argent. Alors que si tu peux le faire grossir, comme tu disais tout à l'heure, ça te fait tes petits soldats, ça te fait de l'argent qui grossit tout seul. Et si tu es suffisamment actif et suffisamment prudent, c'est-à-dire si tu sais prendre les décisions et comment investir sur ce marché-là, bah là, oui, tu peux t'en sortir, oui. Surtout si tu as déjà des petits moyens pour le faire. Des petits ou des gros moyens. Mais pour les gens qui sont à attendre leur salaire, malheureusement, eux, ils ne peuvent pas exploiter les règles, comme tu disais. Ils se sont déjà fait piéger. Ok. Merci. On va arrêter pour aujourd'hui sur ce dernier conseil, en espérant se voir dans la prochaine vidéo avec des informations un peu plus positives. Oui. Là, aujourd'hui, évidemment, c'était une mauvaise nouvelle. On ne peut pas considérer ça comme une bonne nouvelle.
Mais on a essayé d'apporter aussi des idées sur comment réagir de façon positive là-dessus, comment se protéger du pire qui pourrait arriver, on ne sait jamais. Donc en prévoyant le pire et en espérant le meilleur, on peut justement être réactif sur beaucoup de domaines et dans beaucoup de domaines de la vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos, parce que dès qu'il se passera quelque chose, on fera une analyse, on réagira, on vous dira ce qu'on en pense, et puis ça peut toujours être utile d'avoir un avis. Après, vous faites évidemment vos décisions par rapport à tous les avis que vous arrivez à avoir, plus votre propre opinion, bien sûr, c'est ça le plus important, mais il faut quand même avoir des informations pour pouvoir prendre des décisions. Donc on est là pour ça, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice, hein, notre petit gravier d'informations et de réflexion. Et puis si ça peut aider, bah, tant mieux. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. On partage tout ça avec vous pour pouvoir vraiment que ça avance, pour que vous puissiez savoir qu'il y a beaucoup de manipulations, mais il y a aussi quelques opportunités qui permettent de profiter de ça sans être un exploiteur, sans être quelqu'un qui profite du système négativement. Non, voilà, il faut réussir à se servir du système plutôt que ce soit lui qui se sert de vous, en fait. Voilà. Il y a deux faces à la monnaie, et là, du coup, la métaphore est parfaite, c'est-à-dire que soit vous êtes utilisé, soit vous vous en servez. C'est pas forcément au détriment des gens qui se font avoir. Il y a des gens qui se font avoir, ça sera pas à cause de vous. Si vous utilisez les outils pour protéger votre famille, c'est pas vous qui allez mettre les autres dans la merde à cause de ça. C'est le système qui est comme ça. Ceux qui savent pas s'en servir, c'est comme un couteau, ça peut couper et ça peut soigner. On peut se servir d'un scalpel pour opérer, on peut attaquer des gens. Tous les outils ont deux façons d'être utilisés. Et là, c'est une énergie. C'est une énergie qu'il faut utiliser. Voilà, donc on vous aidera le plus possible en partageant des infos, que vous ne soyez pas les derniers au courant. Donc abonnez-vous, partagez à tous ceux à qui ça peut être utile. Posez vos questions dans les commentaires, parce que si vous avez des questions, on y répondra dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bon courage. À bientôt. Oui, à bientôt.